Donc rapidement, ça a déjà été fait tout à l'heure, mais Greensurf est en effet une spin-off de l'Uliège qui a été créée et dont il y a maintenant presque 4 ans et dont la mission c'est d'accompagner en effet les projets d'agriculture urbaine pour apporter de l'expertise et faire en sorte que ces projets voient réellement le jour et ne soient pas des idées qui restent en suspens. Donc ça, c'est un petit résumé personnel que je fais, même si la mission, elle est plus complexe que ça, mais c'est un peu l'idée, c'est d'apporter de l'expertise là où ça peut paraître quelque chose de très simple au départ et qui, en fait, ramené aux contraintes de la ville, est plus complexe qu'il n'y paraît. Donc voilà, et je vais passer la parole du coup à Aïssam qui va commencer la présentation. Merci Candice. Effectivement, donc, comme ça a été dit, moi je suis professeur à la faculté de Gengoulph Agrobiotech et depuis 10 ans, je me spécialise en agriculture urbaine et c'est par rapport à toute cette expérience-là qu'on a décidé avec Candice de créer Greensurf parce qu'il y a une demande du secteur, que ce soit les villes, mais aussi les promoteurs immobiliers pour les accompagner. Et donc aujourd'hui, effectivement, le but, c'est un peu vous présenter moi, de mon côté, en quelques mots, ce qu'est l'agriculture urbaine et ses avantages. Et Candice continuera pour vraiment appuyer sur les aspects de business model, puisque Greensurf a vraiment l'idée d'opérationnaliser les choses, alors que moi, à l'UNIF, en amont, je suis plus dans les techniques et dans les concepts. Donc, si on peut passer à la dia suivante. Je vais essayer, voilà. Ok. Donc, le petit rappel, effectivement, c'est quand même bien de remettre les choses en place et les idées bien en place. Donc, c'est quoi l'agriculture urbaine? Moi, j'en ai une définition assez large parce que cette agriculture urbaine, c'est cultiver les plantes, c'est élever les animaux, dans la ville, mais aussi autour de la ville. Donc, il y a aussi cette notion de périurbain. Et comme vous le voyez aussi, j'ai ajouté le terme transformer et distribuer. Et c'est très important. On ne se base pas uniquement sur la production primaire, mais aussi sur des produits transformés. Et si possible, on va aller vers des circuits courts et on va distribuer directement. Souvent, c'est là que se trouve la marge, hein, donc quand on parle de rentabilité économique. Et très clairement, les agriculteurs urbains, ce sont des personnes qui essayent de tirer parti des ressources de la ville, donc ils sont en économie circulaire. On sait aussi que les villes, il y a des défauts au niveau de biodiversité, et donc on essaye aussi de au moins conserver, si pas restaurer de la biodiversité, et le manger local fait sens évidemment, puisque toute la production ou la majorité de la production est destinée au secteur urbain. Si on peut avoir la dia suivante. Alors, vous le savez, il y a beaucoup d'images, beaucoup de facettes à l'agriculture urbaine. On peut avoir des jardins familiaux, on peut avoir de la réinsertion sociale, on peut avoir des techniques en toiture, des techniques en toiture en pleine terre, mais des techniques aussi en toiture liées à du hors-sol avec de l'eau qu'on appelle de l'hydroponie. Et donc, on a différentes techniques, du low-tech au high-tech, et on a aussi différents projets et quelque part différents business models. On parle du social, en général, on essaye d'éviter le terme business model, mais même quand on est du social, on doit tenir compte aussi qu'il y a un certain équilibre budgétaire, et donc le business model est aussi important dans le social. Et évidemment, il est aussi pour le secteur professionnel. Dia suivante. Alors, quand on est dans la ville, on va essayer d'adapter les techniques en fonction du lieu où on se trouve. Très clairement, quand on est dans l'hypercentre, on n'a pas beaucoup d'espace, c'est très imperméabilisé, et donc, c'est ce que vous voyez en haut à droite, on a des immeubles, on va essayer de coloniser quelque part les parties inoccupées, les terrasses, les toitures, pourquoi pas les caves avec des cultures qui demandent peu de lumière. Quand on est dans des espaces je veux dire, les intérieurs d'îlots, dans des appartements, on peut aussi partager cet espace et qu'il ne soit plus seulement ornemental, mais aussi avec de l'alimentaire, donc des jardins partagés. Et au fur et à mesure que l'on s'éloigne
du centre des villes, mais on retrouve de la pleine terre. Et attention, nous, ce qu'on souhaite aussi, c'est que s'il y a de la pleine terre, on essaie de la préserver malgré la pression immobilière. Et forcément, on va retrouver des techniques plus conventionnelles basées sur de la pleine terre, comme vous le voyez dans les espaces périurbains. Pourquoi pas aussi réinvestir les parcs pour des jardins familiaux ou des vergers urbains. Et alors, une composante très importante, et à mon avis très importante pour la région de Liège, Serein, etc., ce sont les friches, les zones industrielles. Et ces zones, il y a, je pense, 1800 hectares de friches sur Liège. Et donc, très clairement, il y a sans doute moyen d'avoir des techniques. Et même s'il y a de la pollution, on peut aller vers ce genre de choses. Dia suivante. Et voilà, donc comme on le disait tout à l'heure, on peut avoir des contraintes. Quand on est en ville, il y a peu d'espace. Donc, s'il y a peu d'espace, il faut trouver quand même des cultures qui ont une valeur ajoutée assez élevée. On parlait de la qualité du sol, mais ça peut être aussi la qualité de l'air. Donc, il y a de la pollution. Il y a des techniques et il y a des solutions pour éviter ce type de problème. On peut y revenir plus tard s'il faut. La gestion de l'eau est très importante. Et pour finir, c'est une opportunité parce qu'aujourd'hui, tout ce qui nous tombe du ciel va directement à l'égout au lieu de l'utiliser d'une façon plus pertinente. Il faut évidemment aller dans une insertion urbanistique de cette agriculture et souvent, il y a peu de biodiversité. Donc, derrière les opportunités, c'est évidemment la proximité des consommateurs. Donc, on va essayer de produire des produits frais qui font sens, des fruits et légumes, par exemple. Et puis, on va essayer de trouver les techniques qui sont vraiment bien adaptées à ces petits espaces exigus. Et très clairement, l'agriculture a des potentiels énormes au niveau de la revalorisation territoriale, de la redynamisation sociale et au niveau du potentiel environnemental. Dia suivante. Et donc ici, vous avez un petit peu un éventail de tous les bénéfices que l'agriculture urbaine peut apporter. Il est clair que dans nos pays du Nord, la production en tant que telle n'est pas toujours, ou même pas souvent, la préoccupation majeure, surtout dans le centre-ville. Au fur et à mesure qu'on ressort vers le périurbain, la production reprend de l'importance. Mais derrière, il y a énormément d'autres points d'attention ou de bénéfices qui sont importants. Pour le social, j'en ai dénombré une quinzaine, et pour l'écologique et l'économique, une dizaine. Ça peut être la sécurité alimentaire en social, la reconnexion à la nature. Pour l'écologie, on l'a tout à l'heure, c'est le recyclage de l'eau, c'est le recyclage des matières organiques, parfois même le recyclage de l'énergie si on reprend les énergies perdues du bâtiment. Et au niveau économique, très clairement, une économie locale est par essence délocalisable. Et comme je disais tout à l'heure aussi, les villes le comprennent, remettre du vert en ville, ça augmente la valeur du territoire et l'attractivité territoriale. Voilà quelques exemples sur les bénéfices basés sur les trois piliers du développement durable. Et là, je pense que je laisse la parole pour la dia suivante à Candice. Merci. À mon avis, Candice, il faut rallumer le micro. On a perdu. Voilà. Je ne trouvais plus le micro avec la présentation. Donc, merci Aïssam. Donc oui, l'idée, c'est de montrer aussi, en fait, qu'il n'y a pas seulement une agriculture urbaine, mais des agricultures urbaines. Pourquoi ? Parce que on remarque que l'adaptation aux contraintes de la ville, elle peut avoir plusieurs formes, et donc il n'y a pas une seule réponse. On voit que les acteurs peuvent être complètement différents. Ça peut être des agriculteurs qui se disent tiens, ça peut être une autre façon de faire de l'agriculture, de faire mon métier. Mais ça part aussi des habitants, des associations, de la recherche, des écoles. En fait, donc les acteurs sont très variés. On peut être orienté sur un système marchand ou non marchand. Les lieux aussi, on a vu tout à l'heure avec Aïssam que les lieux en ville sont à la fois restreints mais aussi multiples. Et donc, du coup, l'agriculture urbaine peut prendre des tas de formes différentes.
chacun de ces lieux et chacune de ces formes va avoir du coup un impact sur le business model. Bien sûr, on adapte le support et le système de production au lieu et à l'objectif, parce qu'on ne produit pas la même chose si on est en pleine terre que si on est sur une toiture. L'adaptation ne va pas être la même. Pareil, si vous êtes en cave, c'est en général pas le même type de production, ni et les techniques doivent être adaptées. Et puis, on adapte également les systèmes de distribution à la ville, parce que c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. L'agriculture urbaine, sa spécificité, c'est de produire en ville, transformer en ville pour une distribution à destination de la ville. Et donc là aussi, il faut adapter tout ce système de distribution au potentiel de la ville et à ses contraintes. Et donc, on voit souvent plutôt du coup des productions qui sont fruits, légumes ou des petites productions parce qu'on n'a pas de surface énorme. Et donc, voilà, il est rare que l'on voit, il faut vraiment aller à la périphérie de la ville pour commencer à voir de la céréale parce qu'en plein centre-ville, c'est en effet assez compliqué. Et donc, en termes de typologie d'agriculture urbaine, les typologies de projets vont être différenciées par l'objectif du porteur de projet en tant que tel. Vous pouvez avoir une vision du service public qui est une vision de projet de territoire. Quelle est ma vision politique de ma gestion du territoire dans les 10 ou les 20 années à venir? Quelle est la situation actuelle, vers quoi je veux aller? Ça peut être, est-ce que je veux plus d'autonomie alimentaire? Est-ce que je veux rééquilibrer certaines typologies de production? Je prends un exemple. Si vous habitez Bordeaux, aujourd'hui, vous êtes entouré de vignes. Le maraîchage plus traditionnel, il est moins, on le voit moins. Donc, on pourrait se dire, tiens, si on veut à un moment donné être plus autonome sur le territoire, il faut peut-être équilibrer quelque chose. De plus en plus de mégalopoles se posent la question et veulent trouver des réponses en se disant, mais finalement, si à un moment donné, on est coupé du reste du monde, hein, voilà, on est confiné, on est vraiment dans le sujet aujourd'hui, on doit se confiner pour une raison ou pour une autre, qu'elle soit climatique ou autre, on se rend vite compte que les réserves actuelles pour nourrir une ville, elles s'épuisent de manière extrêmement vite. Et si à un moment donné, on ne dépend que d'une production qui vient de milliers de kilomètres, on a vite un problème. Et donc, c'est pour ça que politiquement, de plus en plus, il y a un intérêt vers ça. Il y a bien sûr les projets communautaires et sociaux, parce qu'à un moment donné, on a besoin de ça aussi aujourd'hui. Si je reviens à l'exemple qui nous concerne aujourd'hui du confinement, je peux vous assurer que le confinement, il y a quelques mois, les urbains ne l'ont pas vécu de la même manière que les gens qui étaient à la campagne et qui avaient leur propre jardin. Et socialement parlant, c'est quelque chose qui fait écho de plus en plus, et les urbains se disent, mais pourquoi moi, je ne pourrais pas aussi à un moment donné, soit j'habite en ville pour des raisons diverses et variées, pourquoi je ne pourrais pas aussi avoir accès à cela et avoir accès à un petit bout de verdure, de jardin, etc. Donc ça commence à faire écho. Et puis bien sûr, il y a forcément les projets commerciaux, parce que voilà, il y a des entreprises, ne fût-ce que les gens qui travaillent dans le secteur de l'ORECA peuvent très bien se dire, et certains bistro gastronomiques se posent la question, te dire, mais en fait, il y a des choses que je pourrais produire moi-même et en fait, ça va directement de mon jardin à l'assiette de mes clients. Certains le font déjà. Et donc voilà, ça commence à avoir la réflexion commence à faire le tour et donc plein de projets différents voient le jour. Et donc du coup, on parlait tout à l'heure il y a eu beaucoup de mots qui sont passés où j'ai vu, tiens, mais on a un problème de rentabilité, de financement, etc. Bien sûr, mais en fait, c'est comme disait Aïssam tout à l'heure, c'est clairement vrai si on parle de projets professionnels. Il n'empêche que même si on va vers des projets plutôt d'ordre sociaux, on ne doit pas perdre la vision de la viabilité quand même. Parce que si on veut que ça dure,
il y a quand même une réflexion globale à avoir. On peut très bien se dire, ça, moi, je veux lancer quelque chose au sein de mon immeuble, c'est sympa, mais si je suis le seul moteur, ça va durer le temps que moi, j'aille jusqu'à m'épuiser, et si ce n'est pas repris derrière, s'il n'y a pas une vraie dynamique créée en termes de gestion, ça ne va pas perdurer. Donc, même au niveau social, il faut avoir une réflexion, et même une réflexion financière, parce que ça demande quand même un minimum de budget, d'investissement pour la mise en œuvre, et puis pour les consommables, ce genre de choses. Donc à chaque fois, il faut quand même avoir une réflexion, parce que finalement, si on essaye de prendre la vision d'un point de vue business model Canva, hein, comme on pourrait le voir ici, d'un extrême à l'autre, on peut avoir il n'y a pas d'un côté le social et puis de l'autre côté le professionnel. Entre les deux, il y a énormément de modèles possibles. Le tout est de répondre à toutes ces questions qui sont très, très différentes en fonction de l'objectif. À qui je m'adresse? Est-ce que c'est pour moi et mes voisins? Est-ce que j'ai des clients ou des consommateurs? Est-ce que je suis distributeur? Est-ce que je suis une association? Quelle est ma valeur ajoutée? Est-ce que c'est juste de créer de la réinsertion sociale ou de la cohésion? Ou est-ce que je veux avoir une production? Est-ce que je veux gagner ma vie? Qui sont mes partenaires clés? Quels sont les coûts que je vais avoir? Est-ce que ce sont des coûts d'investissement? Les coûts d'investissement, plus vous êtes dans de l'high-tech avec de l'hydroponie, de l'aquaponie, ça va demander un investissement matériel lourd. Ou est-ce que c'est… mais au-delà de cet investissement, il y a aussi un usage. Hein, voilà, il faut régulièrement réinvestir dans du consommable, du petit matériel, et ça, il faut le prendre en charge. Il faut parfois être formé, et cette formation, elle a un coût également. Et puis voir finalement que je veuille être rentable ou juste viable, quelle est la source de revenus pour compenser ces coûts? Est-ce que c'est de la vente? Est-ce que c'est une autre activité, de l'animation, des visites? Est-ce que c'est parce que par ailleurs je fais d'autres économies et je diminue des coûts d'entretien? Tout ça doit être réfléchi et envisagé. Et donc là, je voudrais vous montrer juste deux exemples très différents. Un cas de business model à vocation très sociale pour un gestionnaire de logements sociaux à Bruxelles, où là, clairement, son objectif, c'est de dire, mais moi, je veux offrir quelque chose à mes locataires. Pourquoi? Parce que ça fait du sens, c'est ma mission. Ma mission à moi, c'est de créer du lien, de faire en sorte que les gens vont se sentir bien dans mes locaux, de créer de la solidarité, d'aider à la réinsertion sociale. Donc, ça fait sens. Et donc, mes partenaires, ce sont mes locataires, c'est le concierge, mais peut-être qu'il va falloir que j'anime les gens parce qu'ils ne sauront pas forcément faire de l'agriculture urbaine ou du potager dès le départ. Il faut que ce soit quelque chose qui soit validé en commun avec le propriétaire de l'immeuble, le gestionnaire, mais également les locataires, parce que s'ils n'ont pas cette envie, ça ne marchera pas. Lui, l'avantage, certes, il y a un investissement qui est pris en charge par le propriétaire parce qu'il y croit aussi. Les coûts de fonctionnement seront pris en charge par le gestionnaire. Et eux, les avantages ou les revenus en tant que tels, on ne peut pas appeler ça des revenus, mais c'est quand même des avantages qu'ils y voient, c'est que ils y voient du coup plus de cohésion sociale, qui fait qu'il y a une diminution des problèmes de voisinage, moins d'entretien, parce que l'entretien, il peut être aussi fait par les habitants, un apprentissage, quelque chose une vie qui prend, qui fait que finalement, c'est plus facile de gérer l'espace et de gérer l'habitation commune. Et tout ça autour d'ateliers de rencontres, de partage, autour du potager, de la cuisine commune et ce genre de choses. Et donc là, il y a quelque chose vraiment à créer. Mais ça doit quand même être pensé parce qu'il ne suffit pas de dire on vous met un potager à disposition et puis advienne que pourra, ça ne fonctionne pas. Donc même là, il faut avoir une réflexion de modèle d'activité et du modèle que l'on veut créer. Un autre exemple, lui, plus à vocation professionnelle, toujours à Bruxelles, où l'idée c'est de se dire on crée un espace où il va y avoir, qui est principalement un tiers-lieu professionnel, mais au centre duquel on voudrait bien, le propriétaire voudrait bien se dire
au-delà des gens qui viennent travailler dans les bureaux, j'aimerais bien qu'il y ait une vie et que cette vie, elle se prolonge le week-end et qu'en dehors des heures de bureau, il se passe quelque chose. Et donc, je vais essayer de proposer à un maraîcher de prendre l'espace que je lui mets à sa disposition. Cet espace, il est quand même grand, il est plus de 3000 m². Et donc, voilà, il faut l'adapter. Mais du coup, il y a un espace quand même qui est important, qui est intéressant. On peut s'adresser aux restaurants alentours, à des consommateurs qui habitent ou des employés qui travaillent dans les bureaux ou des consommateurs qui habitent dans le quartier, mais aussi du grand public qui vient se balader le week-end ou le soir. Et donc, on peut avoir un revenu de la vente pour le maraîcher. Donc, la proposition de valeur, c'est certes la production, mais aussi il y avait une idée de projet pédagogique pour le grand public, d'éducation, de peut-être créer des partenariats avec des écoles de cuisine, de créer une vie sociale sur le site en dehors des heures de bureau, telles que je viens de le dire, mais aussi de créer un environnement esthétique, agréable, où on a envie de venir se promener et pas juste d'avoir quelque chose sans vie, où on vient, pas juste un espace commercial comme on a l'habitude d'en voir. Ça veut dire qu'il faut réfléchir plus loin que le maraîchage et de travailler en termes de production, d'animation, etc., d'avoir des partenaires diversifiés. Et là, en termes de coûts de structure, en effet, il y a bien l'investissement que le propriétaire était prêt à faire, les coûts de gestion qui sont aussi en partie pris par la copropriété, mais en étudiant vraiment le business model Canva et le business financier, on a pu démontrer qu'en poussant la réflexion assez loin, même pour la copropriété, en dehors de la plus-value, il y avait un intérêt financier parce que ça diminuait ses coûts d'entretien. C'est-à-dire que ça ne coûtait pas plus cher que de mettre des plantes uniquement esthétiques. Et en plus, il y avait une plus-value et qu'au final, on créait de la plus-value qui permettait de faire des économies de frais de copropriété. Et donc, certes, on ne peut pas se dire que la copropriété, elle reçoit un revenu en tant que tel, c'est le maraîcher qui va tirer ce revenu de sa production, mais la copropriété, il y a quand même un intérêt financier. Et donc, c'est là qu'il faut être innovant en termes de business model, parce que rien n'est écrit, tout est à inventer, et là aussi, il faut être créatif. Et donc, c'est là que je dis qu'il faut... c'est pas tout noir ou tout blanc. Entre les deux, en plus, on peut imaginer des tas d'autres choses. Candice, on arrive déjà au bout des 20 minutes, donc je ne sais pas s'il y a un élément essentiel que tu veux dire ou si je passe à la présentation. Je termine en fait, il me reste juste ça. Ça va. L'idée, c'est bien de faire, de partir du principe qu'il faut juste faire attention à plein de critères. Le projet en tant que tel, quelle est la motivation, les objectifs du porteur de projet, la typologie, les techniques envisagées, bien sûr. Donc ça, c'est le projet en tant que tel. Tout le contexte spatio-environnemental, on a parlé tout à l'heure de pollution, de qualité de sol, de mobilité existante puisqu'on est au sein de la ville, de la soutenabilité environnementale du projet. Le contexte socio-économique, parce que le projet ne peut pas être les mêmes en fonction de la densité, du profil de population, quelle est la dynamique territoriale existante, quel est le niveau de revenus alentour. Et bien sûr, on vient d'en parler, la viabilité économique du projet, les prix, les revenus possibles, les rendements attendus, le plan financier, l'autonomie, la zone de chalandise. Donc, tous ces critères sont importants à étudier. Un projet d'agriculture urbaine, ce n'est pas quelque chose qui se décide comme ça, tout simplement en se disant on va dessiner un potager. Il y a vraiment une réflexion globale à avoir qui fait que l'analyse préalable, c'est vraiment une étape à ne pas négliger pour augmenter les chances de réussite des projets et diminuer les risques. Voilà, merci beaucoup. Merci Candice et Sam. Du coup, je vais me tourner maintenant vers Christian Genet, qui va nous expliquer de son côté les modèles économiques qui sont privilégiés ou en tout cas en cours d'expérimentation parmi les agriculteurs liégeois et de voir un peu comment est-ce qu'ils tendent vers une rentabilité ou plutôt une viabilité financière, peut-être en faisant déjà le lien avec ce qui vient d'être exposé par notre duo ici. Donc, Christian, oui. Je t'invite à partager ton écran. Oui, bonjour à tous. Donc, en effet, je suis coordinateur de la ceinture alimentaire liégeoise, qui est un réseau d'acteurs qui tente de soutenir la construction de filières alimentaires durables et locales, évidemment, en province de Liège.
C'est un projet qui a une vocation professionnelle. Donc, on n'est pas ici sur une dynamique de soutien des jardins privés ou des jardins collectifs. On est vraiment sur des projets professionnels. Et ce projet, il a été créé lancé en 2013 avec une double vocation. Une vocation écologique, ça, je n'ai pas besoin d'expliquer, mais aussi une vocation sociale, avec un peu la quadrature du cercle, c'est-à-dire la volonté à la fois de rendre l'alimentation saine accessible au plus grand nombre, y compris aux gens moins favorisés économiquement, mais aussi la volonté d'offrir une rémunération décente aux producteurs, ce qui est loin d'aller de soi. Alors, cette dynamique lancée par des acteurs de terrain, elle a permis plusieurs résultats, notamment l'installation de très nombreux maraîchers. Il y a environ une septantaine de maraîchers qui sont installés en région liégeoise depuis le lancement de cette dynamique. Donc, ça fait plus d'une dizaine par an. Alors, il faut dire que souvent, c'est dans des conditions assez précaires. Ils sont en majorité en dessous du seuil de pauvreté. Enfin, ils ont un revenu qui leur permet qui leur permet pas de dépasser le seuil de pauvreté. Certains s'arrêtent d'ailleurs parce que c'est extrêmement difficile. Et la dynamique, elle a aussi consisté à soutenir la création de nouvelles coopératives alimentaires. Donc, ce sont des entreprises qui ont des buts et des finalités, je dirais, plus sociétales que juste la réalisation de profits pour apporter des dividendes. Là aussi, les modèles économiques ne sont pas toujours évidents, et notamment, on a une coopérative de maraîchage qui a échoué parce que les revenus qu'on arrivait à tirer de cette activité étaient insuffisants. Alors, pour un peu centrer le débat sur des chiffres, je vais vous montrer deux chiffres publiés par Antoinette Dumont dans le cadre de la thèse de doctorat qu'elle a réalisée en 2017 à l'université de Louvain. Et donc, elle est allée voir quel était le bénéfice brut par heure réalisé par des maraîchers, notamment sur petite surface, donc c'est-à-dire moins de 2,5 hectares. Eh bien, ils ont la perspective de gagner entre 8 et 10,5 euros par heure, bénéfice brut. Et au niveau du maraîchage bio sur moyenne surface, c'est-à-dire entre 2 et 10 hectares, on a une perspective de bénéfice brut par heure entre 7 et 10 euros. Donc, vous voyez que c'est quand même assez bas. C'est d'autant plus regrettable que ce type d'activité sur petite surface a énormément d'impact positif sur l'environnement, création de biodiversité, non-pollution, création de liens sociaux, alors que l'agriculture telle qu'elle est pratiquée majoritairement a quand même un coût énorme. L'université de Louvain à nouveau a publié une étude en 2017, c'était coordonné par Philippe Barret, qui montrait que le coût environnemental de l'agriculture wallonne était, vous voyez les chiffres, nettement supérieur à la valeur ajoutée de cette même agriculture. Donc ça pose la question de ce qu'on appelle les externalités environnementales, les externalités de ce type d'activité. Et donc, dans quelle mesure est-ce que les pouvoirs publics ne devraient pas réorienter leur soutien vers ce type d'activité, peut-être sur plus petite surface et, je dirais, à vocation plus agroécologique. Alors, au niveau de la ceinture alimentaire, on a essayé d'expérimenter quelles étaient toutes les pistes de coopération pour améliorer la qualité de vie des producteurs, et notamment au niveau du revenu. Alors, pourquoi coopérer? Notamment pour avoir un accès facilité à toute une série de ressources, accès à la terre, au matériel, à certaines compétences, savoir-faire, capitaux. La coopération, elle permet plus de flexibilité dans l'organisation du travail. Elle permet une amélioration des conditions de travail, aussi de valoriser les complémentarités au sein d'un même projet avec des gens qui ont des profils, des expériences diverses. Et finalement, la coopération, elle permet d'expérimenter des modèles économiques différents, d'innover en quelque sorte. Alors, concrètement, pour vraiment améliorer la qualité de revenus des producteurs, il y a un système qui est intéressant, c'est ce qu'on appelle l'agriculture soutenue par la communauté. Alors, vous avez les grands classiques, vous avez ce qu'on appelle les groupes d'achat communs, où des familles au sein d'un village ou d'un quartier vont se réunir pour faire des achats en commun à des producteurs locaux, sans passer par les intermédiaires. Alors, il y a des organisations de ce type-là qui vont plus loin, telles que en France, les AMAP, Organisation pour le maintien d'une agriculture paysanne, ou par exemple en région bruxelloise, les GAZAP,
groupement d'achat en soutien à une agriculture paysanne, où on fait comme les GAC, mais en plus, on va s'engager à l'avance sur l'achat de production d'un producteur une saison à l'avance, par exemple. Donc ça, c'est une aide vraiment précieuse. Alors, à Liège, un de mes collègues qui s'appelle François Sonnet, que vous voyez ici sur la photo, a lancé le Champ des possibles, qui est un système d'agriculture soutenu par la communauté qui va encore plus loin que ça et qui permet vraiment d'améliorer les perspectives pour les maraîchers. Et c'est le premier CSA, donc système d'agriculture soutenu par la communauté, de ce type lancé en Wallonie. En quoi est-ce que ça consiste? Un engagement des consommateurs sur une saison complète via une formule d'abonnement. Et en l'occurrence, par exemple, pour un adulte, c'est un abonnement qui coûte 285 €. Et le paiement de cet abonnement se fait à l'avance pour une année. Et il est caractérisé aussi par une formule d'autocueillette, c'est-à-dire que les consommateurs viennent eux-mêmes récolter la production sur le champ. Alors, ça fait des avantages certains. Par exemple, le chiffre d'affaires de l'année est connu à l'avance, quelles que soient les conditions climatiques ou les quantités produites. Cela permet aussi de ne pas avoir de problème de trésorerie, puisque les consommateurs vont payer leur abonnement à l'avance. Alors évidemment, il y a des aménagements pour les gens qui n'ont pas les moyens de faire ça. Il y a quand même des systèmes de solidarité, mais en majorité, ils vont payer leur abonnement à l'avance. Il va y avoir évidemment un gain de temps énorme au niveau de la récolte et de la commercialisation. Par exemple, en haute saison, c'est 70% du temps qui, pour les maraîchers, est consacré à la récolte et la commercialisation. Ici, ce sont les consommateurs qui s'en chargent. Et donc, ça améliore aussi la qualité le revenu et la qualité de vie. Donc ici, François, je pense qu'il a calculé qu'il avait un gain de revenu par rapport à ses collègues qui ne pratiquent pas ce système-là de 40 voire 50%. Et au niveau de la qualité de vie, eh bien, il fait quasiment un horaire de bureau, ce qui est vraiment très très différent de la plupart des maraîchers. Ça crée aussi pas mal de liens sociaux puisque les gens viennent sur le champ et c'est très valorisant pour le métier de producteur. Alors évidemment, ce n'est pas un système qui est généralisable, ça demande des consommateurs, ça demande une proximité des consommateurs, donc c'est généralement de l'agriculture urbaine, ça demande des consommateurs très engagés qui acceptent notamment de s'abonner et de venir récolter eux-mêmes sur le champ. Mais on estime qu'en Wallonie, il y a le potentiel pour développer 50 à 60 systèmes de ce type sur l'ensemble du territoire. Donc voilà, ça c'est le genre de choses qu'on est en train de contribuer à essaimer. Alors évidemment, il y a aussi la question de l'accès à la terre et on peut coopérer sur cette question-là. On l'a dit, c'est vraiment un des gros freins pour le lancement de nouvelles activités. En Wallonie, il y a un gros phénomène à la fois de spéculation sur la terre agricole et aussi une grande concurrence pour les fonctions, que ce soit l'habitat, le développement de zoning, etc. Alors, on a soutenu la ville de Liège dans le lancement d'un projet pilote qui s'appelle Créafarm, qui consiste à identifier sur le territoire, en l'occurrence de la ville de Liège, des terrains qui appartiennent soit à la ville, soit à sa régie foncière, soit au CPAS, soit à d'autres pouvoirs publics. Identifier donc des terrains qui auraient un potentiel agricole sous-exploité ou pas exploité du tout et qui pourraient être mis à disposition de porteurs de projets en agriculture urbaine, puisqu'on est sur le territoire de la ville de Liège. Et ici, un premier projet pilote a été lancé sur le quartier de Sainte-Walburge, sur les hauteurs de Liège, donc c'est vraiment pas très loin du centre, sur un terrain d'environ 1,5 hectare, qui est exempt de pollution et qui a permis de lancer un premier projet, 2 producteurs, Félicie et David, associés au sein d'une SBL qui s'appelle les Pousse-Pousse, et ils terminent leur première saison de production et c'est vraiment un succès. Voilà, au point que la ville de Liège envisage de dupliquer le projet et pas mal de communes alentour aussi, donc le potentiel de réplicabilité est assez important. La ville de Tournai a déjà lancé 2 projets Créafarm. Au niveau de la coopération, on peut l'envisager aussi avec des organisations privées, notamment des promoteurs immobiliers. On a eu le cas d'une organisation de notre réseau qui s'appelle Vetopia, qui avait le projet de développer aussi un projet pilote d'agriculture végétalienne,
voilà, ce qui est assez original, mais qui est assez vertueux, je dirais, au niveau écologique, et qui avait du mal à trouver un terrain. Et j'ai pu les mettre en contact avec un promoteur immobilier qui s'appelle Matixi, par l'intermédiaire du bureau Pluris. Je pense que quelqu'un de Pluris est d'ailleurs présent aujourd'hui. Je tiens à les remercier donc, pour cette mise en contact, qui a permis donc à Vetopia de s'installer sur un terrain de 2,5 hectares à Vivnis. Le quartier de Vivnis, c'est sur la commune d'Oupey. C'est à moins de 10 km de Liège. Et c'est un quartier avec une importante densité de population, notamment une cité sociale. Et eh bien, ce projet, c'est la possibilité d'avoir un projet d'agriculture urbaine qui est intégré dans un projet immobilier. Donc, évidemment, des nouveaux immeubles vont être implantés là-bas. Et eh bien, sur quelle formule? Sur une formule d'un bail à ferme, donc qui permet vraiment ici aux porteurs de projet Vetopia d'avoir une garantie de s'installer sur la durée sur le site. Et dans le cas de Créafarm, le projet de la ville de Liège, là, on est sur un contrat de commodat, titre gratuit, qui permet aussi de se projeter sur une durée minimum de 10 ans. Voilà. Ça, c'est pour l'accès à la terre. Alors, il y a des coopérations aussi dans le domaine de la distribution. Manon, tu peux me dire où j'en suis au niveau du temps, Il te reste 5 minutes max. 5 minutes, ça va. Eh bien, ici, il y a des coopérations, par exemple, je vous parlais des coopératives de notre réseau. Il y a une coopérative dont nous avons incubé la création qui s'appelle Les Petits Producteurs, qui a été créée en 2017, qui comptera bientôt 4 magasins. Eh bien, eux, leur but, c'est vraiment à la fois d'avoir des prix plus accessibles pour les consommateurs et une meilleure rémunération pour les producteurs, notamment maraîchers. Et comment est-ce qu'ils y arrivent? Tout d'abord, c'est un modèle coopératif. On ne va pas viser d'abord à rémunérer les actionnaires, donc les dividendes sont limités à 2% par an. On a une gamme réduite de produits à environ 200, on est à une gamme de 200 produits, essentiellement des fruits et des légumes. Ça permet de faire des plus gros volumes, de se centrer là-dessus et de mieux soutenir les producteurs. Et avec ça, ça permet à la fois d'avoir des prix plus accessibles et de ne pas négocier les prix avec les producteurs. Alors, soutenir les producteurs, c'est quoi pour un distributeur coopératif? C'est s'engager à l'année sur des volumes. On s'engage à vendre tel volume de tel produit. On s'engage sur les prix. On s'engage à valoriser et à écouler les excédents de production, à ne pas négocier les prix, à payer les factures sans délai pour ne pas créer des problèmes de trésorerie, à ne pas mettre les productions artisanales en concurrence avec des produits industriels, ce qui arrive beaucoup trop souvent dans des épiceries bio, à connaître ces producteurs et leurs pratiques et les valoriser, et à mobiliser toutes ces ressources, notamment le capital ou les bénéfices pour soutenir les producteurs. Alors, ça me permet de rebondir sur un autre projet pilote qui s'est mis en place à Liège, qui est vraiment une coopération élargie. Je vous l'ai dit, il y a ce projet Créafarm de la ville de Liège qui a permis d'installer 2 producteurs, David et Félicie, sur cette parcelle d'1,5 hectare. Eh bien, ici, la coopération, elle concerne la ceinture alimentaire qui leur a offert un accompagnement technique pour s'installer, mais aussi un accompagnement technique pour la mise en place d'un système d'agriculture soutenu par la communauté, tel que je vous l'ai décrit tout à l'heure. Et par ailleurs, il y a un troisième partenaire qui est cette coopérative, les petits producteurs que je viens de vous décrire, qui a un capital assez conséquent, qui a décidé de l'utiliser pour soutenir l'installation de ces 2 jeunes maraîchers. Et donc, tout le financement de l'installation, on parle de quelque chose comme 50 000 €, a été financé par les petits producteurs. Donc, ce n'est pas les 2 petits producteurs qui ont dû s'endetter personnellement pour lancer leur activité. Alors, ce n'est pas un don, ça veut dire qu'il y aura soit un remboursement, soit une location sans intérêt, mais c'est un énorme coup de pouce. Alors, qui plus est, tout ce qui ne sera pas commercialisé, je dirais, en direct sur le champ par les systèmes d'agriculture soutenus par la communauté, sera commercialisé dans le magasin du quartier de Saint-Walburge des petits producteurs, qui est à moins d'1 kilomètre de là. Et enfin, aide complémentaire, les 2 jeunes producteurs indépendants qui sont là se sont vus offrir un emploi à temps partiel dans le magasin en question, pour vendre à la fois leur production, mais aussi la production d'autres producteurs. Ça leur permet à la fois d'augmenter leurs revenus, avec une partie de leurs revenus qui est assurée et stable, puisqu'on parle d'un contrat d'employé. Et donc, ça, c'est une innovation qui est assez importante vraiment pour soutenir le niveau de vie
de ces jeunes producteurs. Donc voilà, ce type de projet pilote-là, il est vraiment destiné, on voit que c'est un succès déjà, il est destiné à être essaimé dans d'autres quartiers, dans d'autres villes. Et on va, je dirais, à l'avenir sur des coopérations, donc ça s'appelle le projet des pouces-pouces, mais voilà, on veut le dupliquer. Et on va sur des coopérations de ce type-là qui seront de plus en plus systématiques. Je termine sur un dernier exemple qui a été créé, qui s'appelle Espace Terre, qui est porté par une coopérative de notre réseau qui s'appelle Inventaire, qui est plutôt sur l'arrondissement de Verviers. Et des maraîchers qui veulent se lancer dans le cadre de ce dispositif bénéficient de la part des partenaires de ce projet, hein, qui sont Step Entreprendre, Jobin, mais aussi le réseau alimentaire verviétois, d'un accompagnement gratuit pour la mise en place de leur activité d'indépendant, mais aussi de leur activité maraîchère, de la mise à disposition d'un terrain de production à un tarif de location accessible et du préfinancement de matériel nécessaire au lancement de leur activité, et enfin de l'accès à un réseau à la fois de professionnels et d'un réseau de commercialisation qui fait qu'ils ne doivent pas se tracasser de comment ils vont écouler leurs produits. Donc je dirais que l'avenir pour pas mal de projets d'agriculture urbaine, ça va être des coopérations entre des acteurs associatifs, des acteurs coopératifs, des pouvoirs publics, pour vraiment essayer de favoriser l'accès à toute une série de ressources, que ce soit le foncier, le financier, les savoir-faire, l'encadrement, pour vraiment maximiser les chances de succès d'installation et aussi de continuité des activités de production. Voilà, c'était tout pour moi. Merci Christian. Du coup, on va enchaîner en allant à Serein cette fois-ci avec Manuel Colas que j'ai présenté tout à l'heure et que je vais inviter à présenter les projets d'agriculture urbaine qu'il a mis en place avec son entreprise et plus particulièrement le projet apiculture. Alors, apiculture, c'est un projet en fait principalement personnel, donc qui vient de la rencontre de Madame Jovenot qui à l'époque travaillait à la REPS et moi-même. Nous avons décidé en fait de créer une activité sur le site de notre entreprise qui est localisée à Serein, pour essayer en fait de pouvoir valoriser les extérieurs. L'idée de départ étant d'améliorer en fait l'attractivité du site, d'améliorer la qualité des espaces extérieurs. Et il faut savoir qu'on vient de loin puisque notre premier voisin était la coquerie, qui apportait un certain lot de nuisances et notamment une pollution telle qu'il n'y avait strictement rien de vivant dans le coin. Donc en 2014, cette coquerie a été fermée et donc nous avons décidé de commencer à mettre en place certaines choses, et une des premières choses qu'on a décidé de mettre en place, ça a été de venir mettre des ruches sur le site. Donc je vais juste faire une rapide présentation du groupe pour que vous compreniez un petit peu quand même dans quel contexte on se trouve. C'est assez important parce que ici, on se retrouve donc avec une activité qui est certes indépendante, mais quand même intégrée à un groupe qui, d'un point de vue opérationnel, fait à peu près 2 millions de chiffres d'affaires sur 2 sites, les 2 étant basés sur Serein. Donc le groupe Colas, c'est de la lumière, donc on fabrique des systèmes d'éclairage pour différents types de clients un peu partout dans le monde. Et nous avons décidé donc depuis peu de sortir l'activité, je veux dire, l'activité apicole au départ, mais un peu plus large par la suite, des entreprises opérationnelles pour en faire une entité à part entière. Donc voilà un petit peu une idée de l'historique. Donc comme je l'ai dit, le point de départ a été vraiment la fermeture de la coquerie à Augré qui nous a permis d'envisager une certaine valorisation des extérieurs. On a commencé par un audit avec l'équipe de Natagora pour voir un peu ce qu'on avait sur notre terrain. On a également suivi des formations, donc j'étais un des premiers à avoir suivi la formation de M. Gijaki à Jean Blou en agriculture urbaine, que je recommande d'ailleurs.
Et on a construit le projet à partir de là en plaçant des bacs de culture en hors-sol pour le personnel de Colas et en agrandissant le rucher petit à petit. Il y avait des questions, j'ai vu sur le chat concernant notamment la pollution. C'est effectivement une question très pertinente. On est sur une zone qui est un ancien charbonnage, voisin d'une coquerie, donc activité sidérurgique et charbonnage historique jusque dans les années 60. Ce site a été réhabilité et nettoyé par la Sorasie dans les années 90, et donc on est principalement ici sur du remblai pour une activité commerciale, mais certainement pas agricole. Donc, faut tenir compte de ça. Des essais de sol sont faits, certains sont à nouveau en cours, donc on en a fait il y a quelques années. On n'a quasiment pas de pollution sur le sol, on a une concentration de zinc qui est très importante, mais d'un point de vue naturel, c'est quelque chose qui est habituel sur la région. Et l'équipe du groupe Sanisol, que j'ai mis également dans le chat, a fait quelques prélèvements récemment dans certaines zones particulières pour pouvoir évaluer si les sols peuvent être compatibles avec de la production, par exemple, de petits fruits. Alors, il faut bien comprendre que le projet ici au départ, tel qu'on l'a redéfini, a tout doucement glissé d'un projet qui était une initiative, je vais dire, relativement modeste de groupe Colas, clairement, en un projet plus personnel et plus professionnel pour notre apicultrice, qui est Madame Journeau, ici en copie. Et donc, c'est très important aussi de comprendre, Madame Leloup en a parlé, ce type de projet, c'est d'abord une affaire de personnes. Donc, c'est vraiment assez important que le projet soit à la fois rentable pour permettre une certaine sérénité économique par rapport à la vie de la personne, mais qu'elle soit également en ligne avec ses valeurs de telle manière à ce que on ait quelque chose qui soit pérenne et dans lequel l'entrepreneur ou l'exploitant se sente bien. Il n'y a que comme ça qu'on arrive à tenir dans le temps. La mission plutôt holistique du projet et la préservation de la biodiversité, je vais y revenir et je vais expliquer un petit peu également comment on compte régler cet antagonisme entre le placement de ruches qui va créer une pression sur les pollinisateurs locaux et la préservation de la biodiversité. Donc notre stratégie en fait est de développer une activité apicole résiliente grâce à l'abeille noire, qui est une espèce indigène, en symbiose avec les pollinisateurs sauvages. Donc le challenge, il est là. Améliorer la quantité et la diversité d'espèces mellifères dans l'environnement direct, ce qui devrait permettre d'augmenter les rendements au niveau de la production apicole, car on aura plus de ressources disponibles plus longtemps et disponibles plus régulièrement. Donc on est dans une zone où on a énormément de robiniers faux acacias, on a également d'autres espèces à proximité qui nous donnent des niveaux de production, des niveaux de ressources pour les abeilles qui sont très importants, mais à des moments bien précis. Ce qui fait qu'on a ce qu'on appelle des creux de mielés. Donc il y a certains moments où cette ressource est beaucoup plus faible et c'est là qu'on a un niveau de pression maximal par rapport aux pollinisateurs sauvages. Donc notre but ici, il est de lisser la disponibilité de cette ressource et également de tirer sur la saison de telle manière à ce qu'on puisse avoir des ressources pour les abeilles jusque septembre, quelque chose comme ça. Pour l'instant, avec les essences qu'on a sur le terrain, on tient à peu près jusque mi-juillet, et puis après, ça devient beaucoup plus compliqué. Donc, pour donner une idée au niveau de la géographie, le cercle en orange, c'est la zone de butinage maximum des abeilles. Et comme on compte vendre nos produits en circuit court, on ne va pas commencer à les vendre à l'exportation. Donc, au maximum, on compte les revendre dans notre petit cercle vert.
Vue de Google, voilà un petit peu où est-ce qu'on se trouve. Donc, les gens qui sont familiers avec la région cérésienne, ben, la cité administrative est ici en haut. L'orangerie de John Cockerill est juste là. On remonte vers la place Greener. Et ici, on a donc la zone, le zoning Collard, où se trouvent nos bâtiments ici. Et on s'aperçoit que juste à l'arrière de notre bâtiment, on a une parcelle qui nous appartient, qui fait à peu près 1000 m², qui est en fait en dévers le long de la ligne 125A. Et cette zone fait partie d'une zone verte d'à peu près 2,5 hectares qui s'étend le long de cette ligne de chemin de fer. Alors, ce qu'il y a de particulier, c'est que c'est une zone qui est en forte pente, qui est donc quasiment impossible à exploiter d'un point de vue commercial ou industriel, et qui est principalement peuplée, si je puis dire, de robiniers faux acacias et de ronces. Donc ce sont des espèces qui sont difficilement pénétrables, ce qui veut dire qu'on a là une faune qui se développe de manière relativement tranquille. Alors, les gens s'étonnent toujours, mais on a placé des caméras infrarouges un peu partout et on se rend compte qu'on a évidemment des animaux, des chats sauvages, des sangliers qui se baladent là-dedans, des martres et autres. Notre idée au départ pour augmenter les ressources, c'est d'améliorer en fait la biodiversité d'abord de notre terrain et ensuite de dupliquer cela dans cette zone qui fait 2,5 hectares. Bon, ça implique évidemment de la main-d'œuvre, ça implique du travail, et c'est clair que ce n'est pas avec juste un demi équivalent temps plein qu'on va y arriver. Donc pour faire cela, on doit effectivement trouver des solutions extérieures pour mobiliser des gens sur le projet. Donc on est dans le cadre ici d'un système économique marchand. Donc le but c'est que ce soit viable d'un point de vue économique. On travaille sur une friche industrielle dépolluée. La technique culturelle, ben, ça sera de la pleine terre pour fleurs et arbres et de l'hors-sol pour l'alimentaire. On a également des bacs de culture sur site qui sont tous en hors-sol. Le porteur de projet, c'est l'entrepreneur privé, donc ça sera le groupe Colas. Et l'objectif, il est à la fois productif, environnemental, social et pédagogique. Donc en termes de production, on va produire 3 types de choses qui vont créer des revenus. Des produits de la ruche, principalement le miel, des colonies d'abeilles noires qu'on va revendre et également des prestations de consultance. Les externalités positives du projet, c'est une fonction alimentaire, donc là je viens d'en parler, c'est la production de fruits de la ruche. Développement économique, un projet qui est local et qui va créer de la valeur locale. Un développement social, création du lien dans le quartier. On est dans un quartier un peu particulier où on a à la fois des industries, des commerces et des habitations. Et les trois ne se mélangent pas spécialement, donc ceci est aussi un moyen de créer une certaine dynamique. La fonction environnementale, donc il y a trois choses qui sont importantes. L'augmentation de la biodiversité, la lutte contre les plantes invasives. Donc on a notamment des renouées du Japon, ce sont du Cap, on a 4 ou 5 espèces invasives dans le coin, les bulléas également. Et voir jusqu'où on peut pousser également la phytoremédiation à certains endroits. Puisque sur certains endroits, il y a eu des feux qui ont été faits par certains propriétaires qui créent une pollution de surface, mais qui peut éventuellement être détériorée dans le temps par certaines pratiques culturelles. Une fonction éducative via la collaboration avec l'ASBL Compas Format, qui est un support à l'accrochage scolaire. Et c'est là principalement qu'on va avoir les bras qui vont nous aider à réaliser notre projet. La formation et le coaching éventuellement également de certains néo-apiculteurs. Ça évidemment, on va voir comment le Covid va impacter à court terme cette partie-là, parce que c'est clair qu'il y a plein de bonnes formations online qui existent. La seule valeur ajoutée qu'on a, c'est de vraiment avoir
la capacité de mettre les mains, je ne vais pas dire dans le cambouis, mais dans la cire, hein, pour vraiment avoir un contact avec le métier et savoir si c'est fait pour soi ou pas. Il faut savoir qu'il y a un énorme délai pour l'instant au niveau des formations apicoles. Il y a quelquefois des listes d'attente de 2 à 3 ans. Donc pour quelqu'un qui n'est pas sûr, c'est complètement rébarbatif. Ici, ça serait le moyen de goûter un peu au métier et éventuellement par la suite d'avoir une formation beaucoup plus complète si la motivation y est. Une fonction paysagère également. Donc l'idée est d'améliorer la qualité paysagère de cette friche. Donc il faut savoir qu'il y a pas mal de monde qui passe devant en fait, puisque on est juste à l'arrière de la ligne 125A et que bon, pour l'instant ça ressemble pas à grand chose. Manuel, je me permets d'intervenir car on a déjà écoulé le temps et je vois qu'il te reste encore pas mal de slides, donc je ne sais pas si... Je vais aller très vite pour la suite parce qu'en fait, j'ai déjà dit beaucoup de choses. Les intérêts, c'est la forte demande pour les produits de la ruche, l'amélioration du plan de fleurissement, le savoir-faire acquis par les associés, relativement peu d'investissement. Les contraintes, donc il y a un cadastre fatalement des ressources à faire pour évaluer la pression apicole sur la biodiversité. Il faut avoir une expérience, mais ça on l'a. Il y a des nécessités d'aménagement à faire qui sont en cours. Et il faut bien se rendre compte, et là je rejoins M. Jaunet, que la rentabilité de la production en tant que telle, elle est quasi nulle si on intègre le temps de gestion du rucher. Et donc, si je vais passer ces slides-ci, je les laisse pour consultation. Et si on regarde le business model, on voit que dans les sources de revenus, on a effectivement la commercialisation des miels, des essaims, la consultance des ateliers et éventuellement des sponsors. Il est très clair que le gros de la valeur ajoutée vient du point 3. Et c'est la combinaison des 4 sources de revenus qui fait que l'ensemble tient la route d'un point de vue financier. Donc ici, en termes de conclusion, où est-ce qu'elle est ma conclusion? Oh, j'ai oublié. En termes de conclusion, c'est important de se rendre compte que c'est d'abord un projet qui est construit autour d'une personne, que les sources de revenus sont multiples, elles ne peuvent pas venir que de la production dans ce cas-ci. La valorisation, elle est faite en circuit court. Et il y a également toute une série d'externalités positives pour le groupe Colas. Parce qu'ici, j'ai beaucoup parlé de mon associé, mais vous allez dire, mais qu'est-ce que ça nous rapporte à nous? Ça amène une certaine notoriété au niveau local, ça collabore énormément au bien-être du personnel et ça amène une attractivité pour nos stagiaires et les nouveaux employés qui n'est pas du tout négligeable. Et ça nous permet également de créer une relation avec les administrations et notamment la commune qui est positive. Donc c'est vraiment des externalités qui sont importantes, qui sont réelles, mais qui ne sont pas tangibles d'un point de vue financier directement. Donc voilà, si vous voulez en savoir plus sur le projet, la ceinture alimentaire a fait un très bel article dessus. J'ai mis le lien, vous pouvez cliquer dessus et en lire plus. Merci beaucoup Manuel, merci à vous 4. Ici, forcément, le temps de questions-réponses est un peu réduit, mais je n'en ai pas vu non plus énormément dans le chat. Les questions de pollution qui ont été posées ont été en partie répondues dans le chat et lors des présentations, je pense. Par contre, je voulais peut-être mettre le focus sur une question posée par Manuel et relayée également par Guillaume. Donc, on voit qu'il y a pas mal d'initiatives qui se développent, notamment à Liège, mais pas que, en termes d'agriculture urbaine, même si j'ai vu aussi en commentaire que parfois elles pouvaient être perçues comme anecdotiques. Mais ça se développe, mais pourtant, dans la PAC, donc dans la politique agricole commune, c'est toujours le modèle agrobusiness industriel qui est privilégié et on nie un peu l'intérêt ou l'existence des modèles agricoles familiaux. Alors, je trouve intéressant la question de Guillaume, que si chacun des intervenants, il avait une baguette magique et pouvait intégrer une seule idée, un concept ou un principe, qu'est-ce que ça pourrait être? Je te propose peut-être de commencer par Essam ou Candice pour revenir au début, qui veut intervenir. Je veux bien, oui. Une baguette magique.
Il y a beaucoup de choses à changer. D'abord, il faut savoir que si on regarde l'agriculture dans son ensemble, elle est responsable de pas mal de pollution et de prélèvement des ressources de notre planète qui sont finies. 25% des gaz à effet de serre, ça vient de l'agriculture. Donc, une grande partie de ça aussi, c'est dû à cette agriculture industrielle qui est fort basée sur le capital, sur une industrialisation, c'est-à-dire des outils de production qui coûtent extrêmement cher. Et quelque part, c'est un peu ça, à travers la question de la PAC, c'est un peu ça qui continuerait dans les prochaines années, pendant encore 7 ans. Donc, l'idée, ce serait effectivement d'aller vers une agroécologie, donc subventionner plus une agriculture plus respectueuse de l'environnement qui va récupérer les déchets et les valoriser et qui va aussi quelque part être plus demandeuse de capital main-d'œuvre plutôt que de capital en argent. Et là, ça peut revenir à un artisanat et pas une agriculture industrielle. Voilà un peu. Et je suis sûr que c'est associé effectivement à cet artisanat, à une moindre pollution. Et peut-être un deuxième coup de baguette magique, il ne faut pas oublier les consommateurs. Les consommateurs aujourd'hui ne mangent pas suffisamment de fruits et légumes. Et le rapport du Lancet montre que si on voulait avoir une alimentation saine pour l'homme, mais aussi pour la planète, c'est d'augmenter quand même fortement notre ration en fruits et légumes. Merci. Un des orateurs veut réagir, vous pouvez lever la main, juste. Candice, peut-être, Manuel ou Christian. Moi, je voulais juste, mais Aïssam l'a en partie dit, c'est-à-dire qu'il faudrait ne pas lier la subvention à la surface que possède l'agriculteur, mais plutôt à l'impact, à des critères et de sa plus-value qu'il apporte à la collectivité et à l'environnement. Puisque finalement, on se rend compte que ceux qui ont le plus de difficultés, c'est justement ceux, et donc qui ont le plus besoin de subventions, ce sont ceux qui ont très très peu de surface, justement. Donc, et aujourd'hui, la PAC fait l'inverse. Elle donne beaucoup de subventions à ceux qui ont énormément de surface et de capital. Donc, il faudrait vraiment inverser le critère d'accord pour accorder ces subventions. Si je vais peut-être donner la baguette à Manuel, vu que je vois. Oui, si je peux rebondir là-dessus, effectivement, il y a deux problèmes principaux. Le premier, c'est qu'il y a une négation de la valorisation des services écosystémiques. On avait déjà parlé à la réunion précédente. Ça n'existe simplement pas d'un point de vue du système capitaliste tel qu'il est aujourd'hui. La deuxième chose, c'est comment est-ce qu'on valorise le capital environnemental. Donc, comment est-ce qu'on valorise la ressource? Pour l'instant, on bombarde autant qu'on veut en phosphate les champs. C'est une ressource qui est finie. Il n'y en a plus pour des centaines d'années. Donc, pour moi, effectivement, à partir du moment où on commence à amener un certain price tag sur ce genre de choses, même dans un raisonnement purement capitaliste, l'équation change complètement. Le tout est de savoir à quel niveau on peut commencer à tenir ce genre de raisonnement, ce genre de politique. Et tant que ce niveau reste un niveau international où c'est toujours le prix le moins 10 ans qui l'emporte, on n'y arrivera jamais. Donc il faut créer un modèle européen qui soit protégé. Clairement. Christian, peut-être tu joues les magiciens pour terminer. Magicien, je ne sais pas, mais oui, je tiens à souligner que le vote qui a eu lieu la semaine passée au Parlement européen, en effet, entérine le fait qu'on reste grosso modo sur le même système de subvention à l'hectare, qu'il n'y a quasiment pas d'éco-conditionnalité. Et ça a pour conséquence qu'en effet, les initiatives qu'on est en train d'essayer de soutenir
contre le soutien au développement, sont presque condamnées à rester à la marge. C'est-à-dire qu'elles se développent, voilà, il y a énormément de dynamisme, mais ce dont on a besoin, que ce soit au niveau de la biodiversité, au niveau des conditions de vie des producteurs, au niveau de la souveraineté alimentaire, c'est presque d'une révolution, un changement de grande ampleur, et les autorités européennes ont des leviers énormes pour ça. Donc on vient de louper encore voilà, une possibilité importante pour 7 ans. Donc en gros, ce qui va se passer, c'est que les politiques agricoles, elles vont être renationalisées. Donc chaque pays va avoir beaucoup de marge de manœuvre. Donc voilà, je crois que ce sera important que chacun d'entre nous, les organisations, les personnes, fassent pression sur nos élus pour nationaux, régionaux, pour faire en sorte que la mise en œuvre de ces politiques agricoles permette autant que possible le développement d'une agriculture qui est respectueuse de l'humain, de l'environnement, en gros, de l'agroécologie. Merci. Oui, Candice, une dernière intervention, tu voulais? Il y a certains qui avancent l'idée d'une TVA différenciée en fonction de l'impact environnemental. C'est quelque chose qui pourrait aussi être intéressant au niveau alimentaire, de se dire que justement les produits alimentaires issus de l'agriculture raisonnée et qui a un impact positif sur l'environnement pourraient avoir une TVA moindre que les produits industriels. Et qui permettrait à la fois aux gens qui ont moins de moyens de manger mieux parce que moins cher, et en même temps, du coup, avoir une meilleure rémunération pour l'agriculteur. Merci beaucoup. Je pense que malheureusement, on doit déjà clôturer ici. On n'a supposé qu'une seule question. Mais voilà, je vous invite à reprendre contact pour les participants avec nous par la suite si vous voulez être mis en réseau avec un des orateurs. Donc, on clôture maintenant. Je trouve que c'est assez chouette ici. On voit qu'il y a quand même tout un engouement, une dynamique, en tout cas au niveau Liège et sans doute aussi sur Gembloux, mais en tout cas, on voit que ça se développe pas mal sur Liège, avec cette idée de collectivité au final. Les solutions présentées, c'est aussi pour, en créant des partenariats, en coopérant ensemble. Mais maintenant, on voit effectivement qu'il y a encore du chemin à faire au niveau politique, même européen, etc. Donc voilà, mais les échanges étaient assez riches, je trouve. Donc merci beaucoup aux orateurs, merci aux participants d'avoir répondu présent. Pour la suite, je vous informe qu'un mail de suivi vous sera envoyé dans les jours qui suivent avec le lien vers le compte rendu et surtout le replay où vous aurez du coup également les slides. Comme je disais, n'hésitez pas à revenir vers nous. Si vous avez aussi un projet d'agriculture urbaine, on peut vous mettre en contact soit avec Candice, Manuel ou peu importe, un des orateurs, ou en tout cas avec notre réseau. Et sinon, je vous invite, sachez que le Liège Créatif, c'est aussi 2 à 3 conférences par semaine. Donc, n'hésitez pas à aller consulter notre agenda pour la suite. Et voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Je n'ai plus qu'à vous dire un bon appétit et encore merci à tous. Voilà. Merci. Maintenant, on n'a pas forcément parlé de la difficulté pour les promoteurs immobiliers de trouver des exploitants et que d'un autre côté, on entend aussi que l'accès au foncier pour les agriculteurs est compliqué. Et donc, moi, j'avais une question pour voir si, peut-être même au sein de la Satur alimentaire, il y a des partenariats qui existent. J'ai vu avec Matexi, par exemple. Mais est-ce qu'il y a des discussions en cours pour avoir des partenariats plus structurels à ce niveau-là ou pas du tout? On a parfois des contacts avec certains promoteurs au coup par coup sur des projets qui sont parfois un peu réalistes en termes de superficie, en termes de type d'agriculture possible à développer. Voilà, donc parfois, on n'a pas un contact, mais c'est pas moins qu'une fédération des promoteurs avec lesquels on pourrait essayer de mettre en place un cadre. C'est plutôt, ça se fonctionne plutôt à l'opportunité. Maintenant, ça vaudrait peut-être la peine d'essayer d'avoir quelque chose de plus structuré. Oui. Je suis ravie de t'entendre dire ça parce que nous, c'est ce qu'on essaye de faire justement, c'est de faire ce lien et de justement de faire comprendre au secteur immobilier qu'il y a quand même des contraintes et qu'à un moment donné, venir nous dire je cherche un agriculteur pour exploiter mes 30 mètres carrés, ça n'a pas de sens. Et donc, du coup, de travailler avec eux en amont pour avoir justement des conditions qui soient réalistes pour l'agriculteur, parce que voilà, parce qu'il ne faut pas se leurrer,
certains essayent d'aller voir les agriculteurs par eux-mêmes, et quand l'agriculteur voit arriver le promoteur immobilier, il le regarde avec des yeux comme ça en disant « mais qu'est-ce qu'il fait celui-là ?» C'est ça. Et d'un autre côté, donc il faut aussi pouvoir parler à l'agriculteur urbain de ses préoccupations à lui et de le rassurer sur ses préoccupations à lui, et pas qu'il ait l'impression d'être le dindon de la farce par lequel le promoteur immobilier va pouvoir faire du greenwashing.